Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédot. On est ensemble jusqu'à 10h et vous avez la parole jusqu'à 9h. Et dans les prochaines minutes, pour répondre à cette question, est-ce que le gouvernement risque un étouffement générationnel? Ce sont en tout cas les propos du gouverneur de la Banque de France. Il a tenu à tirer la sonnette d'alarme en avertissant sur un budget qui a fait le choix, je cite, des seniors plutôt que les jeunes. D'où la question qu'on vous pose sur le site sudradio.fr, également sur l'application et au standard naturellement 0826 300 300. Le nouveau budget a-t-il fait le choix tout simplement des boomers à l'heure où, et oui, parce qu'on a l'impression d'être dans un jour sans fin, mais c'est encore le cas. Il y a des discussions encore sur le budget à l'Assemblée nationale et on voit bien que la porte-parole, notamment du gouvernement, qui est dans le JDD, le journal du dimanche ce matin, explique qu'il faut absolument que celui-ci ne dépasse pas le déficit de 5% du PIB. Est-ce qu'on va y arriver? En tout cas, il y a un choix, il a été fait, c'est celui de préserver au maximum les retraités. Ça ne plaît pas au gouverneur de la Banque de France. Et à vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il est vrai, il faut regarder la réalité en face, le nouveau budget fait le choix des boomers ou au contraire, il y a des retraités, on n'a rien volé après tout, et puis les jeunes, ils ont toute une vie pour se faire, pour travailler, pour gagner de l'argent. Nous, on a mérité ce qu'on gagne à la fin du mois. Vous avez la parole, Sud et votre radio, 0826 300 300. Bonjour Mathieu Hoc. Bonjour Maxime. Merci bonjour beaucoup d'être avec nous ce matin. Secrétaire général du think tank Le Millénaire. Et bonjour Nicolas Corato. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Président, fondateur du think tank Place de la République. Alors je ne sais pas si ça doit être surprenant, mais il est vrai que le gouverneur de la Banque de France nous avait habitués à des propos légèrement plus sages. Nous sommes en train, dit-il, de choisir les seniors contre les jeunes. La France ne risque pas la faillite, mais un étouffement à plusieurs dimensions. Un étouffement budgétaire, dit-il, économique bien sûr, et générationnel, car nous sommes en train de choisir les seniors contre les jeunes, tout simplement parce qu'on fait le choix de plus de dépenses de retraite et de plus de déficit, d'où la question légèrement provocatrice, je dois le reconnaître, c'est le nouveau budget fait le choix des boomers, 0826 300 300. C'est le choix qui a été fait, si on regarde placidement les choses, Nicolas Corato. Écoutez, en tout cas, la réflexion du gouverneur de la Banque de France est inédite et elle doit nous interpeller. Merci de nous interpeller ce matin sur ce sujet. Oui, c'est un budget qui a été fait pour qui ? Entre guillemets, pour les électeurs. Aujourd'hui, dans notre pays, 50%, plus de 50% du corps électoral a plus de 50 ans. Donc on fait de la politique pour ceux qui votent. Pardon d'être très cynique, mais... en fait, c'est un budget électoraliste. À gauche comme à droite, pardonnez-moi de le dire, depuis 15 ans dans ce pays, on fait de la politique pour ceux qui votent majoritairement, c'est-à-dire plutôt les plus âgés d'entre nous. Les plus jeunes, ceux qui ont entre 18 et 29 ans, ne sont que 17% à aller voter. 17% dans le camp électoral. Un choix a été fait. Et donc il y a un choix qui a été fait. Le choix, par exemple, de parler plus de la retraite que de l'accès au logement. Le choix de parler plus de la fiscalité du patrimoine que de l'éducation. Et on voit bien qu'effectivement la jeunesse est complètement absente, mais pas que des discussions de ce budget. Elle est absente depuis des années du débat public. Quand elle est présente, c'est uniquement pour lui taper dessus parce qu'elle est délinquante, parce qu'elle est feignante, parce qu'elle ne travaille pas assez, parce qu'elle ne va pas faire son service militaire, parce qu'elle va trop sur les réseaux sociaux. Mais quand est-ce qu'on parle positivement, politiquement, en termes de projet de la jeunesse? Ça, il faut bien dire qu'à gauche comme à droite, et je dis bien à gauche comme à droite, ce thème a complètement disparu des écrans radars. Vous rejoignez Nicolas, mon cher Mathieu Hoc. Est-ce qu'il y a un choix qui a été fait tout simplement de plaire aux électeurs, c'est-à-dire aux plus âgés de ce pays? Oui, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que, et c'est pour ça que je dirais que ce ne sont pas forcément aux retraités de payer pour les erreurs budgétaires qui ont été passées, mais force est de constater qu'aujourd'hui, on a un équilibre budgétaire depuis à peu près 40 ans qui ne favorise pas les plus jeunes et qui ne favorise pas le monde du travail. C'est ça aujourd'hui le véritable problème. Vous prenez le dernier budget à l'équilibre en France, c'est 1974, on était à 34% de prélèvements obligatoires contre 34% de dépenses sociales par rapport au PIB. Or aujourd'hui, on est à 48% de prélèvements obligatoires, donc les prélèvements obligatoires ont augmenté de 30%, toujours sur les mêmes. Sur la classe qui travaille, on a augmenté avec la CRDS, la CSG, on a augmenté l'impôt sur le revenu, etc., etc. Et on dépense davantage puisqu'on est toujours, on a augmenté les prélèvements obligatoires de 30%. Et pourtant le budget n'est pas à l'équilibre depuis 1974. Donc ça veut dire que les dépenses sont filées. Et quand on regarde dans le contenu des dépenses, effectivement, on s'aperçoit, notamment depuis 2017, que les dépenses qui augmentent le plus structurellement sont les dépenses de retraite. C'est eu égard au vieillissement de la
population, égard aussi à l'augmentation de la dépense de santé pour les personnes qui sont les plus seniors. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est que dès lors quand on veut rééquilibrer le budget, eh bien, on pose la question qui doit payer, qui doit faire des efforts. Et à chaque fois, c'est toujours le monde du travail qui fait des efforts. On en demande moins aux retraités, c'est vrai, mais c'est surtout l'État qui en fait moins. C'est-à-dire que l'État devrait dépenser beaucoup moins, devrait faire des économies de structure, et pourtant, il ne réalise pas, les politiques ne veulent pas réaliser d'économies de structure. Donc, comme ils ne payent pas les retraités par rapport à ce qu'a dit Nicolas, eh bien, il ne reste plus que les actifs pour pouvoir payer. Avant qu'on poursuive notre échange, messieurs, je vous propose de faire un tour au standard du côté du 0826 300 300. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous allez bien ? Oui, je vais bien. Merci beaucoup de nous avoir appelé ce matin. Vous vouliez réagir justement sur ce sujet, donc vous avez la parole, ma chère Michel. Merci Maxime. Écoutez, oui, j'écoute la radio, on l'écoute tous les matins et on a été réveillés avec la question du jour. Moi, j'ai l'impression qu'on essaye de dresser les uns contre les autres, les jeunes contre les vieux contre les jeunes, etc. Mais je crois que le problème, il est vraiment pas là. Mais moi, je suis une boumeuse de 76 ans. Ça vous va bien, ma chère Michel. Et donc, je travaille avec mon mari, on a travaillé depuis l'âge de 16 ans. Toute notre vie, on a travaillé, on a payé les cotisations pour nos parents, etc. Et ça, pour nous, c'était absolument normal. On travaillait 45 heures par semaine, voilà, et on ne s'est jamais plaint. Et aujourd'hui, on n'a que 1 000 € de retraite chacun. Alors donc, on ne se plaint pas non plus, mais on vit avec. Je crois que le vrai problème, il est peut-être pas là, mais on me dit les boomers, ben oui, mais enfin, on a toujours bossé, on a toujours travaillé, on a eu. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Michel, à l'instant. C'est pas dans l'esprit de polémique, mais j'aimerais comprendre. C'est-à-dire que quand à l'instant vous dites on ne s'est jamais plaint, vous considérez qu'il y a quand même toute une génération, peut-être la génération d'après et la nôtre, et en partie la mienne sans doute, où vous avez l'impression que c'est un peu la complainte permanente, c'est-à-dire que plutôt que d'aller bosser, plutôt que, on va être un peu vulgaire, mais plutôt que, non, on va pas utiliser l'expression à laquelle je pensais, mais plutôt que faire des efforts, on va dire, il y a toute une génération qui préfère se lamenter. C'est un peu vous, votre sentiment avec votre vision? Pas vraiment, parce que nous, nos enfants ne se plaignent pas. On a des enfants et des petits-enfants. Aujourd'hui, c'est vrai que pour les jeunes, c'est pas facile de trouver du travail non plus. Donc, moi, je trouve que c'est pas très sain de dresser les jeunes contre les vieux ou le contraire. C'est pas comme ça. On doit marcher main dans la main, ensemble. On a toujours été là pour nos anciens. Les jeunes, maintenant, bien sûr, malheureusement, ils sont là pour nous aussi. Mais c'est pas un sujet de polémique, en fait. Mais on devrait peut-être regarder ça avec un peu moins de passion, contrairement à ce qu'on fait habituellement en France, en effet, en s'écharpant génération en génération. Merci beaucoup, ma chère Michel, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. Nicolas Corato, c'est vrai aussi ce que dit Michel à l'instant, la sensation de vouloir dresser peut-être les vieux contre les jeunes. On l'avait vu au moment du Covid. Là, je ne sais pas si c'est dresser les vieux contre les jeunes, mais en tout cas, on a la sensation qu'il y a un petit public ciblé de temps en temps quand même. Non, mais le sujet, c'est pas effectivement de diviser le pays en tranches générationnelles. Le sujet, il est politique, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait pour la jeunesse. C'est pas qu'est-ce qu'on fait de moins pour les personnes âgées, c'est qu'est-ce qu'on fait de plus pour la jeunesse. Et je suis heureux que Mathieu nous ait expliqué qu'effectivement, il y en avait marre que ce soit toujours le travail qui soit taxé. Je suis d'accord avec lui. Je pense qu'il faut aussi taxer le patrimoine et que c'est peut-être aussi comme ça qu'on arrivera à remettre de l'investissement pour la jeunesse. Vous parliez du Covid. Je pense que c'est vraiment le point de crispation. On n'a pas la génération qui sort du Covid est une génération sacrifiée. Je parle de la génération qui avait 15 ans, entre 15 ans et 25 ans au moment du Covid, qui faisait ses études supérieures, qui commençait ses études supérieures, et qui est une génération dont on ne s'est pas occupé. Cette génération aujourd'hui, elle galère dans les facs, elle galère dans l'enseignement supérieur, elle galère dans les petits boulots, et elle galère aussi dans les banques alimentaires, elle galère pour accéder au logement, et personne n'en parle. Et je crois que c'est vraiment ça dont on doit avoir conscience. Et c'est pour ça que le gouverneur de la Banque de France a un sujet intéressant. On a invisibilisé depuis des années, mais surtout depuis le Covid, la question de la jeunesse dans ce pays. Nous ne parlons plus de la jeunesse dans ce pays. Donc il ne s'agit pas de les opposer aux autres, il s'agit d'en parler. Mais alors comment vous expliquez cette invisibilisation totale ? Mathieu Hawk, par exemple, et même Nicolas Corato, c'est quand même fou justement que, avec une jeunesse qui est normalement accessoirement jetée dans un monde de plus en plus violent, de plus en plus incertain, avec des enjeux à relever, avec des technologies qui vont totalement bouleverser, on pourrait se dire que n'importe quel gouvernement avisé
pourrait se dire qu'il faut préparer la jeunesse de demain, et ça n'est pas le cas. Parce qu'on a aujourd'hui on a aujourd'hui un personnel politique qui pense pas à la prochaine génération, mais qui pense à la prochaine élection, et qui a justement une vision court-termiste de la gestion des politiques publiques. Et donc avoir une vision court-termiste, c'est justement ne pas s'occuper de la jeunesse, parce que ce n'est pas imaginer le monde tel qu'il sera en 2030, en 2050, voire en 2100, et donc de projeter la France dans ça. Et c'est ce qu'a dit Nicolas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes votant beaucoup moins, et bien effectivement, quand vous faites un projet politique, vous pensez à la prochaine élection, et donc de fait vous excluez un petit peu la jeunesse. C'est comme ça, je pense qu'il faut lire les choses. Et par exemple, il y a un autre sujet qui est important sur la jeunesse, c'est le taux de chômage des jeunes. Le taux de chômage des jeunes aujourd'hui est 2 fois quasiment supérieur au taux de chômage national. On est à près de 14% aujourd'hui. On a beaucoup parlé lors de la réforme des retraites de l'emploi des seniors. Vrai sujet, parce qu'on a aujourd'hui des seniors qui, à partir de 50-55 ans, n'arrivent plus à trouver un travail, sont mis au bord un petit peu de leur entreprise, voire même dans la fonction publique, c'est le cas. Mais il y a un vrai sujet aujourd'hui sur l'emploi des jeunes, qu'ils soient d'ailleurs diplômés ou peu diplômés. Et parce qu'aujourd'hui, par exemple, encore une fois, je vous parlais de logiciels politiques, depuis 40 ans, depuis les années Jospin, on traite le sujet de l'emploi des jeunes de la même façon. On fait des emplois aidés. C'est-à-dire qu'en gros, on dit, on va subventionner de manière énorme un emploi jeune. Ça a été la politique de Lionel Jospin. C'est d'ailleurs la politique que mène Emmanuel Macron depuis 2017 avec les alternants. On voit bien aujourd'hui que ce modèle-là arrive à bout de souffle, parce que dès lors que vous sortez de l'emploi aidé, il faut trouver un vrai travail dans le marché du travail classique, et c'est beaucoup plus compliqué pour les jeunes dès lors que les entreprises ne sont pas subventionnées. Donc c'est ça aujourd'hui le véritable sujet, c'est qu'on a des politiques qui gèrent la prochaine élection plutôt que penser à la prochaine génération. Et on parlait à l'instant aussi d'invisibiliser. Je reviens quand même sur ces propos. On a notamment ici au Standard souvent des auditeurs qui nous appellent pour dire oui, non mais bien sûr que la génération a des problèmes, mais on en a eu aussi. Certes, c'était peut-être la sortie des 30 Glorieuses, mais on a beaucoup bossé, on se plaignait pas, on a enchaîné les boulots, on a travaillé longtemps dès notre plus jeune âge. Peut-être aussi qu'il y a dans ce message quelque chose à entendre de l'ordre de peut-être aussi que cette génération doit se bouger un peu plus. Il y a aussi des jeunes qui s'en sortent, non, Nicolas Corato? Oui, c'est le vieux refrain, mais ça, à chaque génération, des salauds de jeunes. Vous savez, pardonnez-moi de l'expression un peu vulgaire le dimanche matin, mais on voit bien ce qu'il y a derrière. Je pense qu'au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse notamment dans le témoignage de votre auditrice, Muriel, c'est que elle défend un peu sa génération, puis immédiatement après, elle parle de ses enfants et de ses petits-enfants. Et je pense d'ailleurs, pour revenir sur ce que disait Mathieu, que les politiques qui pensent à la prochaine élection sans penser à la prochaine génération font même une erreur à très court terme de calcul. Parce que parler des jeunes, c'est parler à l'ensemble de la nation. Parler des jeunes, c'est parler aux grands-parents. C'est parler à leurs parents. Est-ce qu'on est sûr de ça, très objectivement, Nicolas Corato? Est-ce que vous êtes capable de me citer une proposition politique faite à grande échelle récemment qui aurait fait l'unanimité quand on a parlé d'une grosse réforme ou d'une grosse volonté en direction de la jeunesse? Non, mais attendez. Je viens de vous dire que depuis 15 ans, le sujet était absent, donc il y a pas. Mais par exemple, j'ai le souvenir qu'un président de la République a fait une campagne gagnante en 2011 sur le sujet de la jeunesse. On a oublié que François Hollande, parce qu'ensuite son quinquennat a pas été complètement dans ce sens-là. Mais on a oublié que François Hollande avait fait sa campagne politique, sa campagne électorale sur la thématique de la jeunesse, et pas uniquement pour parler aux jeunes, parce que quand vous parlez aux jeunes, normalement, vous parlez à leurs parents, vous parlez à leurs grands-parents, vous parlez à leur famille, et que effectivement, je pense que les hommes politiques doivent reconsidérer le sujet de la jeunesse comme un sujet central. C'est pas un sujet qui exclut le sujet de la jeunesse. C'est normalement un sujet qui rassemble la nation. Mais Mathieu Hoc, est-ce que sur ce sujet des politiques qui s'adressent à la jeunesse, on peut dire qu'il y en a des partis politiques qui s'adressent à la jeunesse, j'ai envie de dire deux, notamment la France Insoumise et le Rassemblement National, avec la France Insoumise qui a compris qu'il fallait d'une certaine manière évangéliser à grande échelle, qui ont très rapidement fait en sorte d'occuper les réseaux sociaux, les espaces virtuels, et un Jordan Bardella qui caracole en tête visiblement chez les plus âgés, auprès, on va dire, de quand il va dédicacer ses livres, et encore beaucoup de jeunes dans ses files d'attente, pas seulement les fameux boomers, comme on a tendance à le dire, et aussi une présence extraordinaire sur certains réseaux sociaux. Oui, vous avez raison, il y a une manière de s'adresser à la jeunesse d'un point de vue politique qu'a compris et la France Insoumise et le Rassemblement National, mais au-delà même de la communication politique, il y a aussi des propositions. Moi, je suis pas d'accord avec certaines d'entre elles, mais par exemple, vous prenez la France Insoumise, a des propositions qui vont en faveur de la jeunesse. Le Rassemblement National
propose aussi l'exonération de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. On peut proposition critiquer qui a fait polémique déjà. Exactement, on peut critiquer l'effet de cette proposition, mais en l'occurrence, il y a une véritable réflexion à porter aux jeunes pour justement soit les insérer dans le marché du travail, soit les insérer dans la société. Et donc, au fait, quand les partis de gouvernement se délaissent de ça parce qu'ils considèrent que leur électorat, plutôt un électorat âgé, soit à la retraite, soit avant la retraite, effectivement, ils perdent. Mais la véritable problème, c'est que les partis de gouvernement perdent sur les deux côtés, puisque le RN aussi progresse chez les seniors aujourd'hui et progresse aussi chez les retraités. On le voit notamment lors des élections législatives dernières où plus de 25% des retraités ont voté pour le Rassemblement national, ce qui est un niveau sans précédent. Donc oui, effectivement, il y a une manière des ouvriers. Voilà, il y a une manière de s'adresser aux jeunes, c'est vrai, mais il y a aussi un contenu. Et le problème, encore une fois, c'est que les partis de gouvernement n'ont plus de contenu et de propositions totémiques à apporter aux jeunes. En tout cas, sur cette question et les propos que vous avez eu raison de souligner comme étant étonnants, mon cher Nicolas Corato, du gouverneur de la Banque de France, le risque d'étouffement générationnel. Est-ce que le nouveau budget a fait le choix des boomers? Bien sûr, 45%, n'importe quoi, 55% sur les réseaux sociaux. On voit que même sur les réseaux sociaux, qui sont quand même souvent une bulle cognitive où, on va dire, les plus bruyants ont raison, on voit qu'il y a un peu de nuances. Et c'est ça aussi qu'on aime les dimanches matins sur Sud Radio. Merci beaucoup d'être passé dans le studio, messieurs Mathieu Hoc, secrétaire général du think tank Le Millénaire, et Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République.